Je me suis assis tranquillement dans le vieux bureau, la lumière au néon du plafond vacillante, luttant pour conserver la dernière lueur d'une longue journée. Devant moi se trouvait le document de dissolution de la société, des lettres noires tachées sur du papier blanc, signées de ma propre main. Crawford S. Cyberdéfense. L'enfant chéri dans lequel j'avais mis mon cœur et mon âme n'était plus que cendre. Faillite. Le mot avait un goût si amer, comme un couteau me tranchant le cœur. Ma main tremblait en posant le stylo, l'encre pas encore sèche alors que mon âme était déjà glacée. Comment aurais-je pu imaginer cela il y a à peine 3 mois? Tout était encore parfait au point où je me demandais si la vie ne me jouait pas un tour. Laissez-moi commencer par le début. Du temps où j'étais encore Skyler Crawford, 36 ans, PDG d'une société de cybersécurité de premier plan. Il y a 3 mois, on me louait comme une icône de la nouvelle génération de leaders. Calme, humble, discipliné et toujours fidèle à l'éthique professionnelle. Tels étaient les compliments que la presse me décernait. À l'époque, je me sentais invincible. Ma vie était comme un tableau parfait. Une carrière solide, une réputation sans tache, pas une seule imperfection. J'avais une belle épouse, Iris, et un fils obéissant, Alan. Tout semblait incassable, comme si les cieux s'étaient arrangés pour que je vive un rêve dont je ne me réveillerais jamais. Chaque matin, je me réveillais dans la vaste villa à la périphérie de la ville, où la lumière du soleil filtrait à travers de grandes baies vitrées, illuminant le jardin verdoyant. Mon entreprise, Crawford Cyberdéfense, était à son apogée. Nous étions spécialisés dans le développement de logiciels de sécurité, aidant les grandes entreprises à repousser les pirates informatiques et les cybermenaces. Les revenus grimpaient, le cours des actions augmentait, et j'étais invité à prendre la parole partout. Je vivais avec discipline, me levant à 5 heures du matin, faisant du jogging, lisant, puis me plongeant dans le travail. Et je croyais en l'éthique professionnelle, ne coupant jamais les coins, ne volant jamais les idées de personne. C'était mon principe de vie, et je pensais que c'était ce qui m'avait apporté le succès. Mais la vie, il s'avère, n'est pas toujours si juste. Le désastre a frappé, rapide comme une tempête inattendue. C'était un mercredi après-midi, lors d'une réunion avec le conseil d'administration. Mon téléphone a sonné et la voix de ma secrétaire tremblait. « Monsieur, il y a une lettre du tribunal. » J'ai ouvert l'enveloppe et le monde autour de moi a semblé s'arrêter. L'entreprise était accusée de fraude financière et de vol de code source de logiciels d'un concurrent. Les allégations ont frappé comme le tonnerre. Quelqu'un nous avait calomniés, présentant des preuves fabriquées que nous avions copié la technologie d'une autre entreprise. Je savais que c'était un mensonge. Nous n'avions jamais fait une telle chose. Mais les preuves qu'ils avaient produites étaient trop détaillées, trop convaincantes. Mon cœur battait la chamade, une sueur froide perlant. C'est un complot, me suis-je murmuré. Mais qui? Pourquoi? Les jours suivants furent un enfer. La presse a fondu sur nous comme des vautours, éclaboussant de titres sensationnels. PDG Skyler Crawford. De héros à fraudeurs, l'opinion publique a éclaté. Les clients ont commencé à annuler leurs contrats. J'ai couru frénétiquement, engageant les meilleurs avocats, essayant de prouver notre innocence. Mais nos rivaux étaient plus forts, avec des relations, et leurs preuves étaient trop habilement fabriquées. J'ai souffert d'innombrables nuits blanches, allongé à côté d'Iris pendant que mon esprit tournait. Tu t'en sortiras, me réconfortait-elle, mais sa voix semblait distante, comme si elle se préparait au pire. Le litige a duré des semaines, chaque jour une bataille. Je me suis assis dans la salle d'audience, écoutant l'avocat de la partie adverse exposer les accusations, mon cœur se serrant. Des témoins furent présentés, de faux emails, des transactions financières déformées. J'ai essayé de me défendre, racontant le parcours de la construction de l'entreprise à partir de rien, l'éthique que j'avais toujours respectée. Mais les tribunaux ne suivent pas toujours le cœur. Finalement, le verdict est tombé. Nous avons perdu. L'entreprise a été contrainte à la faillite. Mes biens personnels ont été gelés. Je suis resté là, dans la salle d'audience bondée, sentant le ciel s'effondrer. Comment cela pouvait-il être? Que avais-je fait de mal? Des larmes ont coulé sur mes joues, mais je les ai retenues, ne voulant pas que le public me voie faible. Le jour où la villa a été scellée a été le plus sombre. Je suis rentré chez moi, la voiture s'arrêtant à la grande porte en fer, et j'ai vu des agents de l'ordre coller des scellés sur les portes. Mon cœur me fit vivement mal. C'était la maison qu'Iris et moi avions construite ensemble, où allons jouer joyeusement.
Je suis entré dans le salon, l'air lourd de terreur. Et puis Iris est apparue au milieu du vaste espace, une petite valise à côté d'elle. Elle m'a regardé, les yeux pleins de déception, comme si j'étais un étranger. « Iris, que se passe-t-il » ai-je demandé, la voix tremblante, bien qu'au fond de moi, je savais déjà. Elle a posé les papiers du divorce sur la table en bois poli, le bruit du papier heurtant la surface comme un second verdict. « Je ne peux pas continuer, Skylar, dit-elle, la voix froide, mais avec un léger tremblement. Je ne peux pas vivre dans la pauvreté comme ça. La pression publique me tue. Je ne peux pas rester avec toi alors que tu n'as plus rien. » Ces mots me transpercèrent le cœur comme un couteau. Je suis resté figé, la regardant, la femme que j'avais autrefois aimée passionnément. Iris avait toujours été pragmatique, avide de renommée. Je le savais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle flanche si facilement. Nous avions surmonté tant de difficultés ensemble, des débuts de la start-up à la croissance de l'entreprise. Réfléchis encore, s'il te plaît, ai-je plaidé douloureusement, la voix étranglée. Souviens-toi des moments difficiles que nous avons affrontés avant, pour Alan, notre fils. Je m'avançai, essayant de lui prendre la main, mais elle secoua la tête, les yeux froids comme de la glace. Sans un mot de réponse, elle tira la valise et se détourna. La porte claqua, laissant la maison froide et moi, un homme déchu. Debout, seul dans le salon vide. Ses pas s'éloignèrent, puis seuls les sanglots d'Alan vinrent d'en haut. Le garçon descendit en courant, les yeux rouges. « Papa, pourquoi maman est-elle partie ? Est-elle en colère contre toi ?» Je le serrai fort dans mes bras, ne sachant que dire. Comment pouvais-je lui dire que sa mère était partie parce que j'avais tout perdu ? Mon cœur se brisa, mais je devais être fort pour Alan. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la distance entre le sommet et l'abîme n'est qu'un pas. Les jours qui ont suivi la faillite se sont éternisés comme un cauchemar prolongé sans fin en vue. Alan et moi avons dû quitter la villa, qui n'était plus qu'une coquille de béton froid plâtré d'avis de saisie. J'ai loué une minuscule chambre de motel à la périphérie de la ville, où les murs moisis et le rugissement constant des camions résonnaient toute la nuit. La chambre contenait à peine un vieux lit double et une table en bois pourri. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre avec les maigres économies qu'il me restait. Chaque matin, je me réveillais pour voir Alan dormir profondément, son visage innocent me tordant le cœur. J'économisais chaque centime pour lui, achetant du lait, du pain et quelques jouets bon marché pour qu'il ne se sente pas seul. « Papa, notre maison est si petite, mais je l'aime parce qu'elle est près de toi, » dit Alan avec un sourire pur, ses mots me transperçant comme un couteau. Je le serrai dans mes bras en chuchotant, « Tout ira bien, mon fils. Papa fera tout pour nous trouver une nouvelle maison. » Mais au fond de moi, je savais que c'était une promesse vide, car la réalité me cernait. J'ai commencé à envoyer des candidatures partout, espérant que mon expérience de PDG m'ouvrirait une porte. J'ai passé des heures sur le vieil ordinateur à rédiger des CV, à écrire des lettres de motivation, à les envoyer à des centaines d'entreprises. Je suis Skylar Crawford, qui a un jour mené la cyberdéfense de Crawford à son apogée, ai-je écrit, en essayant de mettre en valeur les réalisations passées. Mais les réponses, rien ou pire, des rejets polis. Nous apprécions votre expérience, mais le poste a été pourvu. Je connaissais la vraie raison. Qui embaucherait quelqu'un lié à un procès pour fraude, surtout avec un jeune enfant à charge? La presse couvrait toujours l'affaire, et mon nom signifiait désormais l'échec. Chaque email de rejet me semblait un coup de poing au visage. Mon cœur s'emballait, une sueur froide perlait, et je me demandais, ai-je encore une chance? J'ai appelé d'anciens contacts, la voix tremblante. Je peux tout faire, même un poste inférieur. Mais la réponse était toujours la même. Désolé, Skylar, mais avec la situation actuelle, ils hésitaient, et je comprenais. Ils craignaient les ennuis. Les économies s'épuisèrent rapidement, comme de l'eau entre les doigts. Les factures de services publics s'entassaient sur la table, des avis de mise en demeure rouge me tenant éveillé. J'ai tout coupé. Des repas simples, uniquement des articles en promotion, j'éteignais même les lumières tôt pour économiser de l'énergie. Finalement, j'ai vendu mon ordinateur portable personnel, le dernier lien avec ma carrière, juste pour couvrir un autre mois de loyer. Au sommet du désespoir, j'ai pensé à mes parents, Vincent et Sylvia Crawford. Ils vivaient dans une somptueuse villa dans le quartier chic de Westfield, où j'ai grandi au milieu des fêtes de la haute société et des dures leçons sur le pouvoir. Mon père, Vincent, 64 ans,
était un magnate de la finance obscure avec une influence politique étendue. Froid, impitoyable, il valorisait la réputation par-dessus tout. Ma mère, Sylvia, 61 ans, était forte et rusée, contrôlant toujours tout autour d'elle. Il n'y avait jamais eu de véritable chaleur entre nous. Ils se souciaient plus du nom de famille que des sentiments de leurs enfants. Mais maintenant, épuisé, je n'avais pas le choix. Peut-être qu'ils aideront pour le sang, me suis-je dit, bien qu'au fond de moi, l'espoir était aussi fragile qu'un fil. J'ai conduit le vieux pick-up jusqu'à Westfield. La route était longue, le vent froid sifflant à travers la vitre fissurée, mon cœur battant. Alan était assis à côté de moi et demandait, « Papa, on va rendre visite à grand-père et grand-mère ?» Il me manque. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. « Oui, mon fils. Ils seront heureux de te voir. » Mais les souvenirs ont afflué. Père criant à cause de mauvaises notes, mère me manipulant pour que je fasse des études de finance au lieu de technologie. J'ai pris une profonde inspiration alors que la voiture s'arrêtait à la grande porte en fer. La villa émergea avec son jardin luxuriant et sa piscine étincelante. J'ai sonné, la voix tremblante. C'est moi, maman et papa. La porte s'ouvrit et j'entrai, m'accrochant à une lueur d'espoir qu'ils m'accueilleraient à bras ouverts. Le vaste salon avec des meubles luxueux et un léger parfum. Mon père était assis, maussade, derrière un journal financier, sans lever les yeux. Il était le même. Cheveux argentés, très fins, dégageant de l'autorité. « Tu es de retour, dit-il, la voix basse et froide comme de l'acier. Je sais tout et laisse-moi te dire qu'un Crawford n'a pas le droit d'échouer. » Ces paroles me figèrent. J'essayais d'expliquer, la voix étranglée. « Papa, j'ai juste besoin d'un petit prêt pour m'occuper d'Alan, ton petit-fils. » Je le regardais, espérant de la douceur. Mais Vincent jeta avec colère le journal sur la table, le bruit résonnant. « Un prêt ? Tu me prends pour une banque ? Tu as sali le nom de la famille. Le nom Crawford est maintenant une blague publique. Que dit la presse sur toi ? Fraude, vol. Tu es la honte de cette famille. » Sa voix dégoulinait de mépris, les yeux flamboyants. Mon cœur battait la chamade, attendant avec suspense un signe de pitié, mais aucun ne vint. Sylvia descendit les escaliers, élégante dans une robe fluide, le visage parfaitement maquillé. Elle jeta un coup d'œil à Alan, qui se cachait derrière moi, puis se tourna vers moi, la voix glaciale. « Ce n'est pas une garderie, Skylar. Chacun fait face à ses propres conséquences. Tu as choisi ton chemin. Maintenant, assume-le. » Je restai figé. Vincent sortit quelques billets de son portefeuille, les jetant sur la table comme une aumône à un mendiant. « C'est assez pour t'empêcher de mendier dans les rues. Maintenant, pars. » Il se tourna et monta à l'étage, me laissant seul dans la pièce froide. Je voulais refuser, crier que je n'avais pas besoin de pitié, mais en pensant à Alan, affamé, ayant besoin d'un repas chaud, j'abandonnai ma fierté. Les mains tremblantes, je me penchai pour ramasser l'argent. L'humiliation déferla comme une vague. J'ai quitté la maison où j'ai grandi, jetant un dernier regard en arrière, la villa toujours aussi grandiose, mais maintenant une prison de souvenirs. J'ai pris la main d'Alan, marchant en silence, portant le sentiment d'avoir été abandonné par mon propre sang. 2 semaines après avoir été abandonné par mes parents, nos vies ont plongé dans un véritable enfer. Les quelques dollars que mon père m'avait jetés comme une aumône avaient disparu depuis longtemps. J'ai essayé de prolonger notre séjour dans cette chambre de motel moisie, mais le propriétaire n'a pas voulu attendre. « Vous devez partir. Si vous ne payez pas, je la louerai à quelqu'un d'autre, » a-t-il dit au téléphone, sa voix aussi froide qu'une sentence de mort. Je me suis tenu au milieu de la pièce, regardant autour de moi. Quelques vieux vêtements, une valise fissurée et les jouets bon marché d'Alan. C'était tout ce qui restait de nos vies. Mes mains tremblaient en rassemblant ces maigres biens, les entassant dans le vieux camion pick-up, la seule maison qu'il nous restait. Alan se tenait à côté de moi, ses grands yeux fixants. « Papa, où allons-nous maintenant ?» Je l'ai soulevé dans le camion, forçant un sourire. « Nous partons à l'aventure, mon fils. Ça va être amusant. » Mais mon cœur battait la chamade, saisi par une peur invisible. Comment allons-nous survivre? Pas de toit, pas d'argent, juste nous deux et le désespoir, nous rongeant jour après jour. Le jour, je conduisais dans la ville, cherchant du travail comme un vagabond.
Le camion grinçait à chaque accélération, une fumée noire s'échappant derrière. Mais je ne m'arrêtais pas. Je m'arrêtais dans des cafés, des ateliers de réparation, même des chantiers de construction, tenant mon CV froissé. J'ai de l'expérience en gestion, mais je suis prêt à tout faire. J'ai plaidé auprès des propriétaires de magasins. Ils m'ont regardé, puis ont secoué la tête. Désolé, nous n'embauchons pas, ou pire, vous êtes Skyler Crawford, n'est-ce pas? Ce procès. Nous ne voulons pas de problème. Chaque rejet était un coup de poignard qui me serrait la poitrine. J'ai continué à conduire, transpirant sous le soleil de plomb, l'esprit tourbillonnant de questions. Quelqu'un me donnera-t-il une chance? Ou est-ce que tout n'est qu'une illusion? Alan était assis sur le siège passager, gribouillant sur des bouts de papier pour me remonter le moral. Papa, j'ai dessiné notre nouvelle maison, a-t-il dit, et j'ai retenu mes larmes, faisant semblant de sourire. C'est magnifique, mon fils. La nuit, nous dormions dans le camion, nous couvrant d'une vieille veste pour nous protéger du froid. Je me garais dans des rues calmes, évitant les regards de la police. Le vent froid sifflait à travers la vitre fissurée, et Alan se blottissait sur mes genoux, respirant régulièrement. Mais je ne pouvais pas dormir. Je restais allongé là, à fixer le plafond sombre, écoutant la pluie crépiter ou les camions gronder. La douleur de la faillite, du départ d'Iris, du rejet de mes parents, tout s'écrasait sur moi comme des vagues. Je me souvenais des nuits dans la villa chaleureuse, Alan endormi dans sa propre chambre, Iris chuchotant à propos de notre avenir. Maintenant, tout cela était un lointain souvenir. Je dois être fort, me suis-je dit. Mais mon corps était épuisé, mon esprit vidé. Chaque nuit était une bataille contre la peur. Et demain? Que mangera Alan? J'attendais avec tension l'aube, mais l'aube n'apportait que plus de désespoir. Le garçon essayait toujours de sourire chaque fois que je le regardais, comme un petit ange en enfer. Papa, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? A demandé Alan, les yeux pétillants. J'ai ressenti une culpabilité silencieuse me déchirer de ne pas avoir réussi à le protéger. Comment ai-je pu, un père, laisser mon fils souffrir comme ça? Chaque matin, j'achetais une miche de pain bon marché dans un magasin en bord de route, la partageant avec lui. Mange, mon fils. C'est délicieux, ai-je dit, mais la bouchée me restait dans la gorge. Alan la dévorait en souriant. En le regardant, j'ai juré de me relever, d'être fort. Mais plus j'essayais, plus la réalité m'enfonçait. Les entretiens échouaient les uns après les autres, les quelques pièces de monnaie se réduisant à quelques centimes. J'ai vendu ma vieille montre, le cadeau d'anniversaire d'Iris, pour acheter de l'essence et de la nourriture. Tout ira bien, me consolais-je, mais la peur grandissait, une ombre enveloppant tout. Puis, une nuit d'orage, le désastre a frappé de manière inattendue, arrêtant mon cœur. Nous étions garés sur le bord de la route, la pluie tombant comme une cascade, le tonnerre résonnant. Alan a soudainement gémi, son corps brûlant. « Papa, j'ai si chaud » a-t-il murmuré, les yeux hagards. J'ai touché son front, la panique déferlant. Fièvre élevée. Mon cœur s'emballa, les mains tremblant en le tenant. J'ai conduit sous la pluie jusqu'aux urgences les plus proches, l'eau ruisselant sur le pare-brise. En arrivant, j'ai porté Alan à l'intérieur, les vêtements trempés et collants. L'hôpital était vivement éclairé. Le médecin a examiné rapidement. Fièvre virale, a besoin de médicaments et de surveillance. Puis la facture, des chiffres qui m'ont stupéfié. J'ai fouillé dans mes poches, assez seulement pour l'antipyrétique le moins cher. C'est tout ce que j'ai, ai-je dit, la voix tremblante, l'humiliation et l'impuissance m'envahissant. Le médecin m'a regardé avec pitié. Ramenez-le à la maison pour qu'il se repose. Pendant des jours, nous nous sommes abrités dans le camion, la fièvre d'Alan ne baissant pas. Je lui ai donné des médicaments, je l'ai essuyé avec des linges humides, mais il respirait lourdement, le visage rouge. Pas de nourriture correcte, juste des miettes de pain rassis et plus d'argent. Je me suis assis à côté de lui, le regardant, délirant, la peur écrasante de pouvoir le perdre pour toujours. Ne me quitte pas, mon fils, ai-je murmuré, les larmes coulant. Les souvenirs ont afflué. La naissance d'Alan. Iris le tenant joyeusement. Les après-midi à jouer dans le jardin. Maintenant, tout semblait sur le point de disparaître. Mon cœur battait la chamade à chaque gémissement. L'attente pleine de suspense d'un miracle. J'ai essayé d'appeler de vieux amis,
mais le téléphone a clignoté et s'est éteint. Batterie morte. Je me suis assis en silence. L'obscurité et le désespoir se refermant. Presque brisé, je me suis affalé sur le volant. Larmes incontrôlables. La pluie tombait, crépitant sur le toit comme le tambour du destin. Pourquoi Dieu me met-il à l'épreuve comme ça, ai-je sangloté silencieusement, le corps tremblant de froid et d'épuisement. Soudain, des phares ont clignoté dans le rétroviseur. Une voiture de luxe s'est arrêtée, le moteur ronronnant au milieu de la tempête. Mon cœur s'est emballé. Qui? Problème ou salut? Une femme en imperméable s'est approchée, tapant à la fenêtre. J'ai baissé la vitre, la pluie m'éclaboussant le visage, et j'ai regardé. D'âge moyen, résolu, mais des yeux chaleureux comme une lumière dans l'obscurité. Elle m'a jeté un coup d'œil, puis allant, délirant à l'arrière. Je suis Clara, a-t-elle dit, la voix calme malgré la pluie. La gouvernante de Monsieur Jacques Preston. Il est mourant et il veut vous voir, Skyler Crawford. J'étais stupéfait, confus. Jacques Preston, le nom me disait quelque chose. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Je ne le connais pas, ai-je balbutié, le cœur chaotique. Elle a regardé Alan, la voix urgente. Votre fils est dans un état critique. Sans traitement, il ne survivra pas, suivez-moi. Monsieur Jacques a un médecin privé. Ces paroles ont frappé comme la foudre. J'ai regardé mon fils, pâle, respirant faiblement. Plus le choix. Une étincelle d'espoir et de désespoir. D'accord, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai laissé le destin me guider, démarrant le moteur pour la suivre là où ma vie était sur le point de basculer. La voiture a traversé la pluie, mon cœur s'emballant de 1000 questions. Qui est Jacques? Pourquoi moi? Et Alan, mon fils? Sera-t-il sauvé? Clara conduisait devant, sa voiture de luxe glissant doucement sur la route sombre tandis que mon camion cliquetait derrière, les phares perçant faiblement la pluie épaisse. Nous avons quitté la ville, tournant sur des routes forestières de banlieue bordées d'arbres denses, les feuilles bruissant dans le vent de la tempête. Mon cœur battait la chamade chaque fois que le camion sursautait sur des nids de poules, l'eau de pluie éclaboussant le pare-brise. J'ai jeté un coup d'œil à Alan sur la banquette arrière. Il restait inconscient, respirant rapidement, la peur déferlant comme des vagues. Tiens bon, mon fils, ai-je murmuré, agrippant fermement le volant. Depuis combien de temps n'avais-je pas prié? Mais cette nuit-là, j'ai murmuré des s'il vous plaît silencieux, espérant que Dieu ne prendrait pas mon unique enfant. Clara a conduit pendant environ 1 heure, la route se rétrécissant, la forêt s'épaississant comme si elle nous avalait. Je me suis demandé, où est-ce? Une villa dans les bois. Pourquoi quelqu'un comme Jacques Preston vivrait-il dans un tel isolement? Le suspense monta. J'imaginais tout. Un piège ou un miracle? La pluie tombait sans relâche, le tonnerre résonnant comme l'avertissement du destin. Finalement, à travers l'averse, une grande villa a émergé, cachée au fond de la forêt, des lumières jaunes chaudes illuminant l'entrée. Elle était massive, comme un château de conte de fées dans une dure réalité, avec des murs en pierre grise et des toits de tuiles incurvés. La porte en fer s'est ouverte lorsque Clara a appuyé sur la télécommande et nous nous sommes garés sous le porche. J'ai sorti Alan, la pluie trempant nos vêtements, son corps brûlant dans mes bras. Clara a ouvert la voie calme. Dépêchez-vous, le médecin attend. Nous sommes entrés dans le grand hall, chaleureux, avec une odeur de pain et de fleurs fraîches, contrastant vivement avec la tempête à l'extérieur. Une équipe médicale en blouse blanche attendait, prenant doucement Alan de mes bras et le transportant dans une pièce latérale avec un équipement moderne. Nous nous occuperons du garçon, a dit un médecin, professionnel mais rassurant. Mon cœur s'est serré alors qu'Alan disparaissait derrière la porte. Mon fils, ira-t-il bien, ai-je demandé, la voix tremblante. Clara a posé une main sur mon épaule. Ce sont les meilleurs. Maintenant, Monsieur Jacques attend. J'ai hoché la tête, l'esprit tourbillonnant. Alan va vivre, n'est-ce pas? Je ne peux pas le perdre. Clara m'a conduit le long d'un long couloir, un tapis rouge sous les pieds, des murs accrochés de peintures abstraites et de vieilles photos. Mon cœur s'est emballé alors que nous atteignions une grande pièce au bout. Une lourde porte en bois grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, l'air était lourd, antiseptique mélangé à l'humidité de la forêt. Au centre se trouvait un grand lit d'hôpital où reposait Jacques Preston, 62 ans,
chef du célèbre empire automobile Preston Motor. Il était frêle, la peau ridée, les cheveux argentés en désordre, entouré de machines et de tubes. Le ventilateur bipait, l'oxygène bouillonnait, le moniteur cardiaque pulsait régulièrement. Je me suis figé à la porte, ne reconnaissant pas l'homme. J'avais entendu parler de Jacques Preston dans la presse, le magnate de l'automobile qui avait bâti un empire à partir de rien. Mais pourquoi ici? Et comment me connaissait-il? Clara murmura. Il vous attendait. Je m'approchai, les jambes lourdes comme du plomb, le cœur battant de suspense. Le vieil homme tourna lentement la tête, les yeux troubles mais toujours gentils. Il m'a regardé, un léger sourire aux lèvres. Sa voix était faible comme une brise. Skyler Crawford. Enfin, vous êtes là. Je suis resté stupéfait, m'asseyant sur la chaise de chevet, les mains tremblantes. Qui êtes-vous? Comment me connaissez-vous? Il a toussé. Clara lui a donné de l'eau. Puis il a continué, je vous cherche depuis des mois, espérant rencontrer mon sauveur avant de fermer les yeux. Vous êtes mon sauveur, Skylar. Le mot « sauveur » m'a secoué comme la foudre. Sauveur? Quand l'ai-je sauvé? Mon esprit tournait. Les souvenirs étaient confus mais peu clairs. Jacques respirait lourdement, puis a poursuivi, la voix faible mais ferme. Il y a 12 ans, dans un accident de voiture. Mon véhicule a dérapé, a plongé dans la rivière. Pluie forte, eau tumultueuse. Je pensais que c'en était fini de moi. Mais vous, un jeune homme à l'époque, avez risqué votre vie, sauté pour me sauver. Les souvenirs ont afflué comme un vieux film, vif et réel, faisant battre mon cœur. Je me suis souvenu de cette nuit pluvieuse il y a 12 ans, alors que j'étais un jeune ingénieur logiciel rentrant tard à la maison. Pluie torrentielle, route glissante, et j'ai vu une voiture plonger dans la rivière de loin. Mon cœur battait la chamade à l'époque, l'adrénaline montant. Sans réfléchir, je me suis arrêté, j'ai enlevé ma veste, j'ai plongé dans l'eau glaciale. Le courant m'a entraîné, mais j'ai nagé jusqu'à la voiture qui coulait, j'ai brisé la vitre, j'ai sorti l'homme inconscient. Il était lourd, les poumons inondés, mais je me suis battu jusqu'à la rive, j'ai pratiqué la RCR jusqu'à ce qu'il se ranime. Puis je l'ai transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, je suis resté jusqu'à ce que les médecins confirment qu'il était stable, et je suis parti discrètement. Je pensais que c'était juste la bonne chose à faire, un acte humain au milieu de la nuit. Maintenant, assis près de son lit, j'ai regardé Jacques, et tout s'est éclairci. Son visage, bien qu'âgé, avait encore des traits familiers de cette nuit-là. C'était vous, ai-je murmuré, la voix étranglée. Je ne savais pas. J'ai juste sauvé un étranger. Il a souri faiblement. Oui, et vous m'avez sauvé la vie, Skylar. Je suis resté assis là, agrippant la chaise, les émotions déferlant comme des vagues. Les larmes ont coulé sur mes joues, non pas de tristesse, mais d'un choc et d'un sentiment écrasant. Pendant 12 ans, je n'avais jamais imaginé que cet acte avait changé la vie de quelqu'un si profondément. La voix de Jacques continua, mais pleine d'émotion. Après l'incident, je me suis réveillé à l'hôpital, me souvenant de peu. Mais ensuite, j'ai découvert que mon entreprise, Preston Motor, était sabotée par des rivaux. Ils complotaient pour tout saisir, des actions à la technologie. Cet accident n'était pas aléatoire. Il faisait partie d'un plan pour me tuer et brouiller les pistes. Ces paroles m'ont stupéfié. Le suspense monta, je demandai. Qui a fait ça? Il soupira, les yeux lointains. Des acteurs avides de l'industrie. Ils ont engagé quelqu'un pour trafiquer les freins, provoquant le dérapage. Sans vous, je serais mort dans la rivière et Preston Motor serait à eux. Mais grâce à vous, j'ai survécu, j'ai découvert la vérité et je me suis battu. J'ai enquêté, j'ai poursuivi en justice et j'ai gagné. Tout cela grâce à vous, Skylar. J'ai écouté, le cœur s'emballant à chaque détail. Il a parlé des suites, engageant des détectives pour me trouver, sachant seulement que j'étais un jeune homme dans un vieux pick-up. Cela a pris des années, mais récemment, en phase terminale d'un cancer avancé, il a intensifié la recherche, me trouvant grâce à de récents dossiers de procès. Je sais que vous avez des difficultés, dit-il, la voix s'éteignant. Faillite, perte de votre femme, abandonnée par votre famille, mais vous méritez mieux. C'est pourquoi, avant de mourir, je veux vous rencontrer une dernière fois.
Pour vous remercier et vous rembourser. Ces paroles me transpercèrent le cœur. Rembourser. Je ne voulais rien, seulement la santé d'Alan. Mais au fond de moi, je sentais une dette de vie se dérouler, me faisant trembler. Une infirmière entra, vérifiant les moniteurs. Vous avez besoin de repos. Jacques hocha la tête, les yeux toujours sur moi. Demain, nous parlerons plus. Je me suis levé, les jambes faibles, partant avec 1000 questions. Cette nuit-là, dans une grande chambre d'amis chaude, je suis resté éveillé, pensant à cette nuit pluvieuse il y a 12 ans. Suspense pour le matin. Je savais que ma vie changeait. Mais dans quelle direction? L'émotion et la peur s'entremêlaient, comme si je me tenais devant une porte mystérieuse. Le lendemain matin, l'aube filtrait à travers la canopée de la forêt, projetant de faibles rayons dans la villa. Je me suis réveillé tôt, le cœur plein d'anxiété, et je me suis précipité dans la chambre de Monsieur Jacques. Clara attendait déjà à la porte, le visage triste, les yeux rougis. Il est parti, Skylar, murmura-t-elle, la voix étranglée. J'ai poussé la porte, et la vue a arrêté mon cœur. Monsieur Jacques gisait immobile sur le lit, le visage paisible, les infirmières retirant les lignes 4 enchevêtrées. Les machines étaient éteintes, la pièce assez silencieuse pour entendre ma propre respiration. Je suis resté silencieux, m'inclinant au chevet du lit, ressentant un vide sans fin. L'homme que j'avais sauvé il y a 12 ans, qui m'avait trouvé dans mon abîme, était maintenant parti pour toujours. Merci, ai-je murmuré légèrement en touchant sa main froide. Les funérailles furent calmes et dignes, organisées quelques jours plus tard dans le jardin arrière de la villa. Pas de foule bruyante, pas de presse bousculante. Monsieur Jacques le voulait ainsi, dit Clara. Le cercueil reposait parmi des arbres anciens, recouverts de fleurs blanches, les vents de la forêt chuchotant un adieu. Je me tenais dans un costume noir emprunté, Alan s'accrochant à ma jambe. Les serviteurs, le majordome, les médecins, quelques membres du personnel proche inclinèrent leur dernier respect, les voix basses dans un vieil hymne. Alors qu'ils s'inclinaient, un poids lourd me serra la poitrine comme une pierre. Quelques jours plus tard, le deuil persistant encore, j'ai reçu un appel de l'avocat personnel de Monsieur Jacques, Marcel Moore. Sa voix au téléphone était sérieuse, courtoise. Monsieur Skylar, je dois vous rencontrer au bureau. Concernant le testament de Monsieur Jacques. Mon cœur battait la chamade. Testament? Je n'avais jamais imaginé. Et pourquoi son testament m'impliquerait-il? J'ai conduit jusqu'au centre-ville. Le cabinet d'avocat se trouvait dans un gratte-ciel étincelant, l'air froid de paperasse et de jargon juridique. Marcel Moore m'a accueilli, d'âge moyen, lunettes, costume impeccable. Nous nous sommes assis dans la salle de conférence, d'épaisses piles de documents devant nous. Monsieur Jacques a été clair dans son testament, dit-il en faisant glisser un papier vers moi. L'ensemble de sa succession, les actions du conglomérat Preston Motor, la villa, la collection de supercars et de yachts, vous est transférée. En guise de remboursement pour lui avoir sauvé la vie il y a des années. Ces mots ont explosé dans ma tête comme une bombe. Je suis resté figé, regardant le papier, les lettres d'encens, des centaines de millions, un empire automobile massif. La gratitude mêlée de confusion m'a submergé. Comment? Moi, qui avais tout perdu, en faillite, errant, maintenant choisi pour hériter de ce vaste héritage? La coïncidence était trop grande, me laissant ému mais terrifié. Mes mains tremblaient, tenant le papier. Mais pourquoi moi? Je ne suis pas son fils. Marcel secoua la tête. Je ne sais pas, mais le testament est authentifié, entièrement valide et précis. Monsieur Jacques croyait que vous le méritiez. Mon cœur s'emballa, le suspense face à ce fardeau soudain. Était-ce un miracle ou un poids? L'avocat me tendit une enveloppe scellée, du papier jaune vieilli, manuscrite, pour Skylar Crawford seulement. Selon M. Jacques, vous seul pouvez l'ouvrir, dit Marcel gravement. J'ai hoché la tête, l'esprit tourbillonnant. J'ai quitté le bureau, rentrant à la villa sous une pluie légère, mille pourquoi inondant mon esprit. Pourquoi moi? Quel secret se cache derrière? L'enveloppe semblait lourde, comme si elle portait le destin. De retour à la villa, je suis resté longtemps assis sur le grand canapé du salon, fixant l'enveloppe avec un étrange pressentiment, comme si elle contenait une bombe à retardement. Les mains tremblantes, je déchirai le sceau, le souffle court. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Monsieur Jacques, d'une écriture tremblante,
et une épaisse pile de documents jaunes. Le cœur battant, j'ouvris la lettre. Cher Skyler. Jax y avait écrit de lourds derniers mots. Il avait un fils de mon âge, Caden Preston, vivant à l'étranger. Jax avoua que son empire de toute une vie, d'un petit garage à Preston Motor, ne pouvait pas aller à Caden. Selon lui, Caden était un hédoniste, ambitieux et impitoyable, prêt à trahir toutes les valeurs pour le pouvoir. Il raconta le gaspillage de Caden, ses scandales et ses tentatives de s'emparer de l'entreprise pendant sa maladie. « Je ne peux pas laisser mon héritage tomber entre de telles mains », écrivit-il. Je lus, le cœur se serrant. Était-il si seul qu'il avait choisi un étranger? Puis il exprima sa foi que seul moi, avec mon humilité, mon intégrité et ma résilience face à l'adversité, méritais non seulement la richesse, mais aussi ses idéaux, son éthique et son esprit. Vous m'avez sauvé sans chercher de gain, Skylar. C'est la qualité que je cherchais. En lisant cela, mes yeux me brûlèrent. Une profonde émotion monta. Les larmes coulèrent de manière incontrôlable. Étais-je l'échec considéré comme un héritier? Mon cœur s'emballa de gratitude et d'une étrange fierté. Mais les dernières lignes me coupèrent le souffle comme un étranglement. Jax révéla que les saboteurs de son accident d'il y a 12 ans n'étaient autres que le Crawford Financial Group, la société de mes parents. Le dossier contenait toutes les preuves qu'il avait rassemblées au fil des ans. Ces mots frappèrent comme le tonnerre, mon monde tourbillonnant. Mes parents, ceux qui m'avaient abandonné, les ennemis de Monsieur Jax. Je laissai tomber la lettre, les mains tremblant en ouvrant le dossier. Les papiers se dispersèrent, des reçus de virement d'1 million de dollars, des contrats secrets de sabotage de freins, des photos de réunions clandestines entre mon père et ses complices. Le logo du Crawford Financial Group était clair sur chaque page. Les signatures de Vincent et Sylvia étaient indéniables. Je restai là, le cœur glacé, tombant dans un abîme. Les souvenirs affluèrent. Les accords secrets de mes parents, leurs voyages nocturnes, leurs leçons sur le pouvoir sans scrupules. Maintenant, tout était lié. L'accident était leur complot pour s'emparer de Preston Motor. À la fin de la lettre, il écrivit qu'il aurait pu remettre les preuves, envoyant Vincent et Sylvia en prison. Mais en apprenant que son sauveur était leur fils, il avait choisi le silence. Je ne voulais pas que vous souffriez davantage, Skylar. Je vous laisse décider si la justice ou le pardon l'emportera. Ces paroles pesèrent comme un fardeau sur ma poitrine. Je m'effondrai sur le sol, sentant le monde s'effondrer à nouveau. L'homme que j'avais sauvé était la victime de mes propres parents. Mes parents qui m'avaient donné naissance, froids mais de mon sang, maintenant des méchants. Dans les jours qui ont suivi, mon fils et moi avons vécu dans le manoir de M. Jax. Désormais officiellement le mien en vertu du testament. La vaste villa, au fond de la forêt suburbaine, avec des chambres luxueuses, des lits moelleux et un jardin luxuriant comme un complexe hôtelier. Alan courait avec enthousiasme, explorant le garage de supercars étincelant ou la piscine extérieure. « Papa, notre maison est comme un château », criait-il chaque matin, les yeux pétillants. Je lui souris, mais le sourire était forcé, car je souffrais de nuits blanches. Je m'allongeais sur le lit king size, des draps de soie m'enveloppant, mais mon esprit tournait comme une tempête sans fin. Le dossier de preuve était enfermé dans le coffre-fort comme une bombe à retardement. Et chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais. Des reçus, des photos, les signatures de mes parents. Je me retournais, une sueur froide perlant, le cœur battant. Que devais-je faire? Je me suis demandé des centaines de fois. Clara, la fidèle gouvernante, apportait une tisane chaque soir. Monsieur, reposez-vous. Monsieur Jax vous a fait confiance pour prendre la bonne décision. Mais quelle était la bonne décision? J'arpentais le couloir sombre, fixant la forêt noire, les souvenirs affluents. Mes parents m'abandonnant dans leur somptueuse villa, jetant de l'argent comme une aumône. Maintenant, ils étaient des assassins en puissance. La douleur mêlée de rage me coupait le souffle. Je savais que remettre les preuves de Monsieur Jax apporterait la justice. Mes parents arrêtés, l'empire Crawford s'effondrant, Monsieur Jax en paix, mais le coup était mon propre sang. C'étaient mes parents, froids et impitoyables, mais ils m'avaient élevé. M'avaient appris le monde dur. En fermant les yeux, j'ai vu deux images opposées. La justice, M. Jax souriant sereinement, Preston Motor, relancé éthiquement, le devoir filial, des parents vieillissant en prison, les yeux vides, et moi, traître à ma famille.
Mon cœur se tordit, déchiré en deux. Un matin, la lumière du soleil de la forêt filtrant à travers les fenêtres, je déjeunais avec mon fils dans la grande salle à manger. Table en noyer poli garnie de toast, de fruits frais, de café parfumé préparé par Clara. Alan souriait, étalant de la confiture sur son visage. « Papa, allons nager aujourd'hui. » J'ai hoché la tête, essayant d'oublier mes soucis, mais un bruit éclata dans le hall d'entrée. La porte principale claqua, des pas frénétiques. Mon cœur battait la chamade, le suspense monta. Qui ? Je me suis levé, protégeant Alan alors qu'un homme de mon âge faisait irruption, flanqué d'un avocat en costume noir et de garde du corps costaud au visage de pierre. La tension crépitait comme une bombe. Clara se précipita, paniquée. « Monsieur, ils sont entrés de force. » J'ai appelé la sécurité, mais l'homme ne s'arrêta pas, fonçant dans la salle à manger, le visage rouge de rage, les yeux flamboyants. Il s'arrêta à la table, claquant une copie froissée du testament avec un bruit sourd et retentissant. « Je suis Caden Preston, » grogna-t-il en respirant lourdement. « Le seul fils de Jax Preston. »« Et qui es-tu ? Un moins que rien qui ose voler la fortune de mon père ?» Mon cœur s'emballa. Je l'ai reconnu. Le fils de Monsieur Jax, décrit dans le testament comme impitoyable et ambitieux. Il avait environ 35 ans, les cheveux gominés, une chemise chère déboutonnée, puant l'alcool. Je me suis levé, les yeux froids, les poings serrés sous la table. Le testament de Monsieur Preston est clair, ai-je dit calmement, bien que mon cœur batte la chamade. Il insultait non seulement moi, mais aussi la mémoire du défunt, M. Jax, qui m'avait fait confiance plutôt qu'à sa propre chair. Alan se cacha derrière moi, effrayé. « Papa, l'homme est-il en colère ?» Je lui caressai les cheveux en chuchotant, « Tout va bien. Reste là. » Caden s'approcha, me pointant du doigt, son haleine d'alcool piquante. « Tu as manipulé mon père mourant pour qu'il signe. Un raté comme toi. En faillite, sans abri. Comment oses-tu réclamer l'héritage des Preston ? Tu n'es qu'un parasite chanceux. Pas de sang Preston, pas de droit d'hériter. » Ces paroles me transpercèrent comme des couteaux, faisant bouillir mon sang. Je me suis souvenu de la lettre de Monsieur Jax. Caden, l'hédoniste, prêt à trahir. Maintenant, il se tenait devant moi, le visage violacé, criant. J'ai réprimé ma rage, le regardant fermement, sans me courber. Le testament reflète les volontés de Monsieur Jax. Je n'ai rien forcé. Mon silence l'enragea davantage. Il frappa la table, les verres tintants, la confiture éclaboussant. « Pour qui te prends-tu ? Je vais te poursuivre en justice. Rends Preston Motor ou tu le regretteras. » Il balança son bras, les gardes du corps avançant, l'air suffocant. Mon cœur s'emballa, attendant avec suspense un coup ou une menace. J'ai refusé, la voix résolue. Je ne céderai pas à la calomnie. C'est ma maison, par la loi. Partez ou j'appelle la police. Caden ricana, les yeux vifs. Tu le regretteras. Il se tourna, faisant signe à l'avocat et aux gardes de sortir en trombe, les pas martelants. La confrontation se termina dans une tension étouffante, laissant la salle à manger dans un silence de mort. Clara se précipita, inquiète. « Monsieur, ça va ?» J'ai hoché la tête, les mains tremblant encore. Quelques jours plus tard, Caden a intenté un procès, et une tempête médiatique a éclaté. Les réseaux sociaux et la presse débordaient de mensonges me visant. Skyler Crawford, escroc s'emparant de la succession d'un milliardaire. Des articles sensationnels, des photos volées, des commentaires vicieux. Il a exploité un vieil homme mourant. J'ai lu chaque ligne sur mon téléphone, le cœur se serrant, mais je suis resté silencieux, laissant la vérité parler, car le silence était parfois le seul moyen de protéger l'honneur. Puis le procès en succession s'est déroulé au tribunal de la ville, la salle d'audience bondée de journalistes. Caden était assis en face, le visage renfrogné, son avocat attaquant. Le testament a été obtenu sous la contrainte, mais mon avocat, Marcel, a présenté le testament original et le témoignage de Clara. Monsieur Jax était lucide, ses volontés claires. Clara a affirmé, il a choisi Skyler par confiance. Je me suis assis, le cœur chaotique, attendant avec suspense le verdict. Caden a crié, c'est un fraudeur. Mais après avoir examiné tous les documents, le juge a frappé de son marteau. Testament valide.
Skyler Crawford l'emporte. Tous les actifs, Preston Motor et le contrôle étaient à moi. Caden a perdu, sans le sou, partant avec un regard venimeux et une menace chuchotée, tu paieras. Mon cœur s'est emballé, sachant que ce n'était pas la fin. Le prix de la conscience incluait désormais la vengeance de Caden. Je suis rentré chez moi, serrant Alan dans mes bras, mais mon cœur était lourd. Cette victoire en valait-elle la peine? Une semaine après le procès, alors que j'essayais de m'installer dans ma nouvelle vie, tout semblait se mettre en place. Preston Motor, l'empire automobile que M. Jacques m'avait laissé, exigeait une immersion immédiate dans le travail. J'ai passé des jours au siège social du centre-ville, rencontrant des cadres, examinant des rapports financiers et planifiant une restructuration pour mettre l'accent sur l'éthique des affaires comme le souhaitait M. Jacques. Des voitures de luxe roulaient dans l'usine, les machines rugissaient, et les employés me regardaient avec curiosité et respect. Le nouveau patron, m'appelait il, et je forçais des sourires, m'efforçant de prouver que j'étais digne. Alan restait à la maison avec Clara, s'adaptant rapidement à la vaste villa, courant dans le jardin, posant des questions sur les voitures miniatures dans le garage. « Papa, ramène une grosse voiture à la maison aujourd'hui », acclamait-il chaque matin alors que je l'embrassais pour lui dire au revoir. Je le serrais dans mes bras, l'odeur familière de ses cheveux réchauffant mon cœur, mais au fond de moi, l'ombre de Caden planait. Il avait perdu le procès, sans le sou, et sa menace, « tu paieras », résonnait comme une malédiction. Un soir tard, après une longue réunion d'actionnaires, je suis retourné à la villa en traversant l'obscurité de la forêt suburbaine. Les phares éclairaient la route sinueuse, le vent froid sifflant par la fenêtre, la fatigue écrasante. La réunion avait été un succès. De nouveaux contrats signés, les actions en hausse. Mais mon esprit tournait autour du dossier de preuves sur mes parents. Devrais-je le brûler? Je me suis demandé en agrippant le volant. Mais en rentrant à la villa et en entrant dans mon bureau, la vue a glacé mon sang. La porte avait été forcée, les charnières tordues par un coup de pied. Des papiers étaient éparpillés sur le sol. Des livres renversés, des tiroirs forcés, des meubles en désordre comme après une tempête. Je me suis précipité à l'intérieur, les mains tremblantes, vérifiant le coffre-fort verrouillé dans le coin où j'avais caché l'enveloppe contenant les crimes du Crawford Financial Group. Serrure cassée, coffre-fort ouvert, enveloppe disparue. Mon cœur s'est arrêté, une sueur froide perlant, l'esprit tourbillonnant. Impossible. Qui? Comment le savait-il? Je me suis effondré sur le sol, la tête dans les mains, les souvenirs affluents, des reçus, des photos, des preuves que mes parents avaient organisé l'accident de M. Jacques. Maintenant, la peur d'une main inconnue déferla comme des vagues. Allant, ai-je crié en courant pour le trouver. Clara est apparue dans le couloir, le visage pâle. Je l'ai bombardée. Qui est entré dans ma chambre? Que s'est-il passé? Tremblante, elle raconta. C'était Caden, monsieur. Il est arrivé il y a des heures avec des gardes du corps, faisant une scène. J'ai dit que vous étiez en réunion importante, mais il m'a ignoré. Il est monté en trombe dans votre chambre, brisant tout. J'ai entendu du verre se briser, des papiers volés. Je voulais vous appeler mais j'avais peur de vous interrompre. J'ai attendu votre retour. Ces paroles ont frappé comme la foudre, me laissant stupéfait. Caden, il est entré par effraction, a pris le dossier, le cœur s'emballant de suspense sur ses plans. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Ai-je demandé brusquement. Clara s'inclina. Il a menacé de faire du mal à Alan si je le faisais. J'avais peur. Je la serrai dans mes bras. C'est bon. Vous avez bien fait. Mais la rage et la peur bouillonnaient. Caden a commencé sa vengeance. Le dossier est maintenant son arme. Une semaine plus tard, alors que les choses semblaient calmes, le désastre a frappé via la télévision. Je me suis assis dans le salon de la villa après le dîner. Alan dormait sur le canapé. J'ai allumé les informations du soir en sirotant du vin. Puis l'écran a montré une scène qui m'a stupéfié. Mes parents, Vincent et Sylvia Crawford, escortés par la police de leur manoir de Westfield. Mon père, aux cheveux argentés, échevelé, le visage émacié, menotté. Ma mère, robe froissée, lasse et vide, évitant les caméras. Les journalistes ont crié, un couple de pouvoir arrêté. Je ne pouvais plus respirer. Le verre de vin s'est brisé sur le sol, l'écho du verre résonnant. Les enquêteurs ont annoncé que Vincent et Sylvia Crawford étaient détenus pour crimes financiers, corruption,
blanchiment d'argent et tentative de meurtre. Plus précisément, l'accident de Jacques Preston il y a 12 ans, a détaillé le journaliste. Les preuves comprennent des reçus de virements, des contrats secrets, des photos de réunions clandestines. C'était le dossier de Monsieur Jacques. Le cœur se serrant, le suspense monta avec le choc suivant. L'accusateur était Caden Preston, le fils de la victime, qui avait soumis les documents. Caden Preston réclame justice pour son père, a déclaré le journaliste, le montrant souriant devant les caméras. En entendant cela, j'ai été choqué mais pas surpris. Au fond de moi, je savais que Caden riposterait en remettant les preuves de Jacques. Il n'a pas seulement pris le dossier pour détruire mes parents, mais pour frapper ma conscience en tant qu'héritier de Preston. Une frénésie médiatique a suivi. Un tourbillon balayant tout. Des titres sensationnels. L'empire Crawford s'effondre. Un magnate de la finance arrêté pour complot de meurtre. Des photos de mes parents sont devenues virales. Des commentaires vicieux. Ils le méritent. Les actionnaires se sont retirés en masse. Les actions du Crawford Financial Group ont chuté. Les partenaires ont annulé les contrats. J'ai regardé via l'ordinateur, le cœur vide comme un néant. Bien que mes parents m'aient traité durement dans les moments difficiles, m'abandonnant, me méprisant, ils m'ont donné naissance et m'ont élevé. Maintenant, leur empire s'effondrait, et moi, leur fils, je regardais impuissant. L'objectif de Caden a été atteint. Il a tranquillement quitté les États-Unis. Des rumeurs en ligne, s'envolant pour l'Europe avec les fonds restants, la vengeance claire pour me renverser indirectement. La presse a creusé. Caden Preston accuse les ennemis de son père pour contrarier l'héritier. Je me suis tenu au milieu des cendres de deux dynasties, Preston et Crawford, réalisant qu'il n'y avait pas de vrai gagnant. Monsieur Jacques s'était vengé, mais trop tard. Mes parents étaient ruinés. Caden était fauché mais satisfait. Moi, riche mais le cœur brisé. Dans les semaines qui ont suivi, le monde autour de moi a sombré dans le chaos. Là où la vérité a émergé mais n'a apporté aucune paix. Le procès de Vincent et Sylvia Crawford a attiré une attention médiatique massive, comme une pièce tragique diffusée en direct. La salle d'audience était pleine de journalistes, les flashs des appareils photo crépitant sans arrêt, les titres criant « Le magnate de la finance Vincent Crawford risque la mort par réputation ». Tous deux faisaient face à de nombreuses accusations. Fraude financière à grande échelle, corruption de fonctionnaires pour manipuler les marchés, blanchiment d'argent par le biais de sociétés écrans, et tentative de meurtre, visant spécifiquement l'homme d'affaires Jacques Preston dans l'accident d'il y a 12 ans. Je me suis assis dans la villa, regardant à la télévision, le cœur battant à chaque fois que mes parents apparaissaient. Mon père, Vincent, autrefois un puissant magnate au sourire confiant, se tenait maintenant derrière le banc des accusés, les épaules affaissées, les yeux détournés. Ma mère, Sylvia, essayait de maintenir son allure aristocratique, mais ses mains tremblaient en tenant le microphone. Le procureur a présenté les preuves. Caden a soumis le dossier d'une voix d'acier. Après 3 semaines, la sentence est tombée un matin brumeux. La salle d'audience est tombée dans le silence. Le juge a frappé de son marteau, la voix grave. Vincent Crawford est condamné à 25 ans d'emprisonnement. Pas de libération conditionnelle en raison de la gravité des crimes. Mon père a baissé la tête, les épaules secouées, silencieux. Puis ma mère. Sylvia Crawford est condamnée à 18 ans pour complicité et recel d'actes criminels. Elle a sangloté doucement, la main sur la bouche, les yeux vides. Les journalistes ont pris des photos. La foule à l'extérieur a applaudi. La justice l'emporte. J'ai suivi tout le procès en silence depuis la villa, devant la télévision. Sans me réjouir, sans douleur intense, juste un profond épuisement, comme si mon âme était vidée après toute cette agitation. Un mois plus tard, lorsque la pluie de la forêt a cessé et que l'heure de l'automne a enveloppé la ville, j'ai décidé de visiter la prison du Nord où mes parents étaient détenus pour en finir. La longue route serpentait à travers des forêts rougies, le vent froid sifflant par la fenêtre de la voiture, mon cœur battant de suspense. Que vais-je dire ? Je me suis demandé en agrippant le volant. Alan est resté avec Clara en faisant un signe de la main. Papa rend visite à grand-père et grand-mère. Amuse-toi bien. J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, le chaos. C'était la dernière réunion pour clore le passé. La prison se dressait, de hauts murs de béton, du fil de fer barbelé, un air lourd comme un cimetière. J'ai passé la sécurité,
j'ai attendu dans la salle des visites, le cœur s'emballant à chaque seconde. Puis ils sont apparus derrière une épaisse vitre. Vincent et Sylvia Crawford, plus un magnate et une dame. De l'autre côté de la vitre, mon père était assis, voûté, les cheveux argentés, échevelés, le visage émacié gravé de rides profondes. Il portait un uniforme de prisonnier gris, les épaules affaissées, vieilli de décennies en quelques mois. Ma mère à côté de lui, squelettique, les mains tremblant sur la table, essayant de garder contenance, mais les yeux sans vie, des vides. J'ai longuement regardé à travers la vitre froide, les émotions affluant. Pitié pour leur impuissance, colère pour leur crime et leur abandon, chagrin sans nom pour une famille qui a existé autrefois. Le cœur se serrant, les larmes montant. Papa, maman, ai-je dit au microphone, la voix tremblante. Ils ont levé les yeux, mon père fatigué, ma mère souriant faiblement. J'ai commencé, la voix étranglée. Je suis venu pour en finir. Les jours où vous avez abandonné Alan et moi quand j'ai tout perdu. Vous avez jeté de l'argent comme une aumône, vous m'avez tourné le dos froidement. Je me souviens de tout. Vos erreurs ont brisé notre famille. Et maintenant, le prix est celui-ci, en prison. Mes paroles ont coupé comme des couteaux, mais il fallait les dire. Mon père a levé la tête, les lèvres bougeant comme pour parler, mais seulement un lourd soupir, les yeux baissés. Ma mère a secoué la tête, les larmes coulant, manquant de courage pour affronter le passé. Elle a murmuré, « Skyler, puis sais-tu » Tous deux sont finalement restés muets, un silence lourd plus fort que des excuses, un mur invisible entre nous. Je suis resté assis, regardant à travers la vitre, le cœur douloureux, attendant avec suspense des excuses, une explication, mais rien, seulement des soupirs et des larmes. Je me suis levé, un dernier regard à travers la vitre épaisse. Mon père incliné, ma mère détournée, puis je me suis détourné. Des pas lents mais résolus, laissant un chapitre mort. En dehors de la prison, le vent froid m'a frappé le visage, et j'ai pleuré pour eux, pour Monsieur Jacques, pour moi-même. 2 ans ont passé depuis que le verdict a clos le chapitre. Le temps s'écoulant comme une douce rivière, emportant les fragments douloureux, laissant un Skyler Crawford renouvelé et plus fort. J'avais restauré Preston Motor à son apogée. Non seulement une simple entreprise automobile, mais un symbole d'innovation. Mon nom était cité comme un modèle de résilience et de renaissance. D'un vagabond en faillite dormant dans son camion au maître d'un empire d'1 milliard de dollars. Je me suis tenu sur des scènes lors de grandes conférences, microphone à la main, partageant mon parcours. L'échec n'est pas la fin, mais une leçon pour se relever. Les applaudissements ont tonné, mais au fond de moi, je savais que la vraie valeur résidait dans les nuits blanches et les décisions angoissantes. Mon cœur s'emballait encore, me rappelant Monsieur Jacques, le dossier de preuve de Caden, l'homme disparu dont l'ombre vengeresse persistait. Le suspense des surprises potentielles me maintenait vigilant. Mais la vie était maintenant plus stable, comme un navire robuste en haute mer. Sous ma direction, l'entreprise est devenue une nouvelle icône de la technologie des véhicules intelligents et de la sécurité numérique. Nous avons agrandi les usines, établi des partenariats avec des startups technologiques et lancé des voitures électriques avec une sécurité biométrique, empreinte digitale, reconnaissance faciale, même analyse vocale pour empêcher le vol. Les clients se sont précipités pour passer des commandes, des entreprises aux particuliers, et la presse a écrit « Skyler Crawford révolutionne l'industrie automobile, transformant les voitures en compagnons sûrs ». J'ai voyagé partout, des États-Unis à l'Europe, signant des contrats, assistant à des salons automobiles internationaux. Au-delà du travail, j'ai consacré la plupart de mon temps à Alan, le centre de mon monde. Nous vivions simplement dans la villa de Preston, vaste, mais n'utilisant que quelques pièces pour la garder confortable comme une petite maison. Pas de fête somptueuse, pas de voiture tapa accent grave-l'œil qui parade, juste des repas simples que Clara préparait avec des légumes du jardin et des barbecues le week-end. Notre vie s'est stabilisée et s'est améliorée comme une rivière calme après une tempête, avec des pique-niques en forêt le week-end, des grillades et des histoires. Alan grandissait en bonne santé avec des amis de l'école et je lui disais fièrement, « Tu te débrouilles très bien, mon fils. » Je pensais que la vie était paisible, mais un après-midi, en quittant une réunion pour rentrer à la maison, tout a changé. Mon cœur s'est emballé en voyant une voiture familière garée à la porte de la villa. Une berline argentée étincelante, une plaque d'immatriculation gravée dans ma mémoire. Impossible, ai-je murmuré, une sueur froide perlant. La voiture d'Iris, mon ex-femme, qui était partie quand j'avais tout perdu. Les mains tremblant en me garant,
le suspense monta. Que veut-elle? Après des années de silence, la femme qui est sortie était Iris, vêtue élégamment d'une robe noire ajustée, le visage méticuleusement maquillé, les cheveux parfaitement bouclés. Mais ses yeux montraient de la fatigue, des cernes sous la poudre, comme si la vie n'avait pas répondu à ses attentes. Elle m'a regardé, forçant un sourire. Skyler, ça fait longtemps. Le cœur battant, les souvenirs ont afflué. Le jour où elle a posé les papiers du divorce sur la table, a sorti sa valise, laissant Alan et moi dans la villa scellée. Maintenant, elle se tenait à la porte de la villa de Preston. Le soleil de l'après-midi sur son visage autrefois magnifique. Iris, que fais-tu ici, ai-je demandé, la voix calme, mais à l'intérieur, le tumulte. Elle s'est approchée, la voix tremblante. J'ai eu tort. La vie sans toi est vide. Je regrette de t'avoir quitté quand tu avais des difficultés. Je veux revenir. Recommencer. Pour Alan, pour nous. Ces paroles ont coupé comme des couteaux. Mais j'ai écouté en silence. Mes yeux ne faisaient plus mal comme avant. Juste une distance calme. Je connaissais sa raison. Pas l'amour, mais mon succès. Les éloges de la presse. L'empire Preston Motor. La vie riche. Elle avait toujours été avide de renommée, pragmatique. Et maintenant, à mon apogée, elle revenait, le cœur douloureux mais plus faible. J'ai refusé froidement, la voix égale. Iris, certaines portes une fois fermées ne se rouvrent jamais. Tu as choisi ton chemin et j'ai appris à vivre sans toi. Elle s'est figée, les yeux en larmes, agrippant son sac. Skyler, s'il te plaît, reconsidère. Mais je me suis retourné, entrant à l'intérieur, la porte se fermant derrière elle, ses pas s'estompant. Dans le salon, Alan a couru pour me serrer dans ses bras, les grands yeux ronds. Papa, qui était-ce? J'ai vu une jolie dame. J'ai souri en lui ébouriffant les cheveux, la voix douce. Juste une étrangère, mon fils. Maintenant, à table pour nous? Alan a souri, courant chercher un livre, et je me suis assis sur le canapé, étrangement en paix. J'ai compris, après tout, que c'était la vie qui valait la peine d'être gardée. Une vie construite de mes propres mains, dans l'honnêteté. Pas d'Iris, pas de passé douloureux, juste Alan et l'avenir devant nous. Suspense pour ce que la vie pourrait apporter. Mais maintenant j'étais prêt, fort et libre. Au printemps de la 3e année, depuis la fin de tous les procès, ma vie a tourné une nouvelle page, plus calme mais toujours pleine de sens. Les pluies de la forêt suburbaine ont cédé la place à une douce chaleur, les fleurs s'épanouissant dans le jardin de la villa, la brise transportant une odeur de terre fraîche comme un rappel de renaissance. J'ai consacré beaucoup de temps à des œuvres de charité et à l'enseignement lors de séminaires sur l'éthique des affaires, des choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Preston Motor est resté le pilier, mais je ne me suis plus enterré dans le travail pour m'échapper. Au lieu de cela, j'ai choisi de rembourser la vie en aidant les autres. Chaque semaine, je prenais l'avion pour des universités ou de petites conférences, me tenant devant de jeunes étudiants ou des entrepreneurs émergents, partageant mon parcours. L'éthique n'est pas un fardeau, disais-je souvent, la voix chaude et stable, mais le fondement d'un empire durable. Ils écoutaient, applaudissaient, les yeux pétillants d'espoir, comme les miens autrefois, en tant que jeune ingénieur plein de rêves. Mais après chaque discours, je refusais les interviews, retournant tranquillement à la villa, évitant les flashs des médias. « Pourquoi n'apparais-tu pas plus dans les nouvelles ?» a demandé un jour Alan en tenant un article de journal sur moi. J'ai souri en lui ébouriffant les cheveux. « Parce que papa préfère le calme, mon fils. La célébrité n'est pas tout. » Mon cœur s'est emballé en me rappelant le passé. Procès, faillite, parents en prison. Mais maintenant, ce suspense a cédé la place à la paix, comme si la vie me murmurait, « Tu as bien fait. » J'ai alloué 10% des bénéfices trimestriels de Preston Motor pour créer la fondation Jacques Preston, poursuivant la compassion que Monsieur Jacques m'avait transmise. L'idée m'est venue une nuit d'insomnie, assis à son vieux bureau, feuilletant des photos de sa vie. D'un minuscule garage à un vaste empire. Vous m'avez sauvé sans chercher de gain, ai-je murmuré, les larmes coulant. La fondation s'est formée rapidement, visant à soutenir les enfants orphelins et les étudiants en ingénierie, ceux comme mon jeune moi, manquant d'opportunités mais plein de potentiel. Nous avons construit des centres d'apprentissage à la périphérie de la ville, fourni des bourses d'études à des centaines de personnes dans les domaines technologiques et organisé des camps d'été pour les orphelins,
enseignant la programmation, l'ingénierie automobile et, surtout, l'éthique de la vie. En visitant les centres, j'ai vu des enfants rayonnants, tenant de nouveaux ordinateurs portables, demandant « Oncle Skyler, comment fabrique-t-on une voiture volante ?» J'ai souri en m'asseyant pour parler de Monsieur Jax. Commencer par un rêve et rester honnête. Alan se joignait souvent, jouant avec les enfants, partageant des jouets, aidant les autres. Papa, mon cœur se réchauffait en le voyant apprendre la compassion, ce que aime. Jax m'avait appris par cet acte de sauvetage. Mais en signant l'échec de la fondation, j'ai pensé à Caden, qui avait utilisé le dossier pour se venger, et je me suis demandé s'il savait, s'il le regretterait. Suspense sur l'impact de la fondation. J'ai suivi les rapports. Un étudiant boursier, maintenant ingénieur chez Preston Motor, un orphelin trouvant une famille adoptive. C'était la plus grande récompense, me faisant sourire dans les nuits calmes, sachant que la gentillesse se propageait comme des vagues sur un lac. Malgré les invitations à des événements prestigieux, des conférences TED aux forums économiques mondiaux, je suis resté humble, évitant les médias comme un rappel personnel contre la vanité. J'ai refusé la plupart, n'acceptant que de petites sessions pour des discussions directes avec le public. Je ne suis pas un héros, ai-je dit aux organisateurs au téléphone, la voix douce. Juste un survivant chanceux. La presse me poursuivait toujours, des paparazzis rôdant devant la villa, mais j'ai engagé une sécurité discrète, vivant tranquillement. Alan a demandé, « Papa, pourquoi les gens prennent-ils ta photo ?» J'ai ri. Des trucs de travail, mais je préfère être à la maison avec toi. Nous passions les week-ends à lire, à jouer aux échecs ou à nous promener en forêt. Des moments simples qui apportaient la paix du cœur. Mais dans les nuits calmes, Alan endormi, je pensais encore à mes parents en prison. Plus de ressentiment, la colère s'est estompée avec le temps. Je leur souhaitais silencieusement la paix et l'éveil avant qu'il ne soit trop tard. J'ai envoyé des lettres à la prison, des lignes simples. J'espère que vous allez bien. Réfléchissez au passé. Pas de réponse, mais je savais qu'il les recevait. La dernière visite me hantait. Mon père soupirant, ma mère silencieuse. Maintenant, je priais tranquillement. Réveillez-vous avant que le temps ne soit écoulé. Le cœur battant doucement, pensant à eux. Pas de douleur, juste une douce tristesse comme des feuilles d'automne qui tombent. Alan, maintenant âgé de 10 ans, plus mature, posait parfois des questions curieuses sur ses grands-parents. Grand, les cheveux en désordre après le football, au dîner. Papa, et grand-mère et grand-père? Pourquoi sont-ils en prison? Je ne me suis pas caché, voulant enseigner la vérité. Ils ont fait des erreurs, mon fils. Ils ont mal agi pour le pouvoir, et maintenant ils en paient le prix. Mais nous apprenons de leurs erreurs pour être meilleurs. Alan a hoché la tête, les yeux sérieux. Je ne serai pas comme ça, papa. Je serai honnête comme tu me l'as appris. Ces paroles ont coupé doucement, me faisant le serrer fort dans mes bras, les larmes montant. Nous avons parlé davantage de la vie. Le sauvetage de M. Jax, le départ d'Iris, la vengeance de Caden. La vie n'est pas juste, mais tu choisis comment vivre, ai-je dit, la voix chaude. Alan a écouté, puis a dessiné. Notre famille. Papa, moi et Monsieur Jax dans les nuages. Je l'ai accroché dans la chambre, souriant, un beau suspense sur sa croissance. Je savais qu'Alan serait un homme bon. Pas comme Caden, pas comme mon père. Ces discussions étaient des leçons de vie, guérissant de vieilles blessures. J'ai réalisé au fil des 2 ans que la vie ne divise pas les gagnants et les perdants, mais ceux qui apprennent de la douleur et ceux qui la nient. J'ai été un perdant autrefois. En faillite, errant, abandonné. Mais la douleur m'a appris la résilience. Mes parents ont nié leur faute, maintenant emprisonnés. Caden a nié la compassion, exilé. J'ai appris d'eux, devenant plus fort. La vie est une leçon, ai-je murmuré chaque matin, contemplant les fleurs du jardin en fleurs. J'ai réécrit mon vieux journal, un livre en cuir usé de jours sombres. Première page, écriture tremblante. La justice n'est pas pour la vengeance, mais pour éclairer le chemin à suivre. Chaque nuit, quelques lignes sur la fondation, les leçons d'Alan de Monsieur Jax. Aujourd'hui, un étudiant boursier a pleuré, merci. C'est la vraie justice. Le journal est devenu un compagnon de réflexion. Et un jour, je le laisserai à Alan. Ceux qui me voyaient autrefois comme un échec. De vieux amis,
d'anciens partenaires, me considéraient maintenant comme la preuve vivante du pouvoir de la gentillesse et de la foi. Ils ont appelé, Skyler, tu l'as fait. Je les ai invités à la villa, j'ai partagé un café, mais je suis resté humble. Juste de la chance. La presse a écrit, Skyler Crawford, de l'abîme au sommet par la compassion. Mais je n'ai fait que sourire. La vraie victoire était de regarder en arrière sans haïr personne. Pas de haine pour le départ d'Iris. La vengeance de Caden. Les crimes de mes parents, juste de l'acceptation, allaient de l'avant. Le cœur plus léger. Les fardeaux levés. Un après-midi sans vent, la lumière dorée du soleil enveloppant le jardin arrière. Alan et moi avons planté un arbre, un petit chêne qu'il avait choisi à la pépinière. Alan a pelleté la terre avec diligence. Papa, est-ce que ça va pousser comme celui de Monsieur Jacques? J'ai souri en m'agenouillant à côté. Oui, si on s'en occupe. Tout le monde a besoin d'un endroit pour recommencer, parfois dans son propre cœur. Nous avons rempli la terre, arrosé, et Alan a applaudi. Mon arbre. Je l'ai serré dans mes bras, contemplant le jardin luxuriant où Monsieur Jacques s'était promené autrefois, ressentant la paix. Le coucher du soleil est tombé, le ciel rougissant, la brise transportant une odeur de fleurs. J'ai levé les yeux, souriant sereinement. Ma vie n'était plus une tragédie, mais le voyage d'un homme redécouvrant la vraie justice, la foi et la gentillesse.